C'était un froid matin d'octobre, lorsque le cri déchira le silence de Red Oak, une petite ville tranquille, nichée dans la campagne de Pennsylvanie. Un jogger, pâle et tremblant, se tenait près du vieux fossé d'irrigation, pointant du doigt la boue gelée. Le corps d'Angela Merritt gisait, tordu, sans vie, ses vêtements déchirés, le sang imprégnant la terre sous elle. Ses yeux, grands ouverts, fixaient le vide. En moins d'une heure, le périmètre fut bouclé par des rubans jaunes, et les policiers affluèrent comme des mouches. Michael Holloway se tenait à proximité, figé d'incrédulité. Ses mains étaient tachées de sang, pas le sien, mais celui qu'il avait essayé de lui faire couler en tentant de la réanimer lorsqu'il était tombé sur la scène du crime. Peu importait. Pour la police, les preuves étaient trop évidentes. Il fut arrêté le jour même. La ville s'est retournée contre lui. Les gros titres l'ont qualifié de monstre. Sa fille, âgée de 6 ans seulement, a vu son père être emmené menotté, criant son innocence. Mais personne ne l'a écouté. Et s'il disait la vérité? Et si tout avait été monté de toutes pièces, chaque indice, chaque témoin, chaque élément de preuve? Et si la personne qui avait commis ce crime était quelqu'un en qui il avait plus confiance qu'en quiconque? Ne restez pas simple spectateur, rejoignez une communauté qui dévoile des vérités cachées. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne jamais manquer les histoires que le monde a tenté d'enterrer. Ce ne sont pas seulement des crimes, ce sont des avertissements, des révélations et une justice longtemps attendue. Rejoignez-nous avant que la prochaine vérité ne disparaisse dans le silence, avant les gros titres, avant le procès, avant que la porte de sa cellule ne se referme derrière lui. Michael Holloway était juste un homme, 32 ans, cariste dans une scierie locale, un homme calme, doux, qui n'aimait pas les drames. Il aimait les vieux disques de blues, les pancakes du dimanche matin et le rire doux de sa fille, Emily. Pour sa femme, Laura, il était un rock, stable, fiable, peut-être un peu ennuyeux, mais du genre qui vous fait vous sentir en sécurité dans un monde rempli de tempêtes. Il vivait dans une modeste maison de 2 chambres sur Willow Creek Lane, le genre de quartier où les boîtes aux lettres ne sont jamais renversées et où tout le monde se salue, même si on ne connaît pas le nom des gens. Michael ne demandait pas grand-chose à la vie. Juste pointer à l'heure, embrasser sa femme avant de se coucher et regarder sa fille s'endormir avec son ours en peluche serré contre sa poitrine. Il avait des rêves, bien sûr. Peut-être qu'un jour, il ouvrirait un petit garage avec son meilleur ami, Derrick Kane. Ils en parlaient depuis le lycée. Ils avaient déjà trouvé un nom. Holloway and Kane Auto Works, peint à la bombe rouge sur le mur d'un vieux garage à l'arrière. Mais quelque chose avait changé chez Derrick ces derniers temps. Il arrivait en retard au travail. Il était irritable, distant. Michael mettait cela sur le compte du stress. La vie avait parfois des coups durs à nous porter. Pourtant, une partie de lui s'inquiétait, surtout après cette étrange dispute entre Derrick et Angela Merritt à la station-service, qu'il avait entendue par hasard, mais qu'il n'avait pas vraiment comprise. Puis vinrent les lettres anonymes. 2 lettres, non signées, glissées dans la boîte aux lettres de Michael tard dans la nuit. Toutes 2 disaient la même chose, de manière énigmatique. « Tout le monde n'est pas ton ami. » Il ne savait pas quoi en penser. Il les montra à Laura. Elle en rit. « Ce sont sûrement des gamins qui s'amusent, » dit-elle. Michael voulait la croire, mais quelque chose clochait. La veille du meurtre, Michael se tenait dans son allée, les yeux rivés sur les étoiles. Emily venait de se coucher. Laura pliait le linge. Et pour la première fois depuis longtemps, Michael sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps. Il ne le savait pas encore, mais la vie qu'il aimait était déjà finie. Michael Holloway n'avait jamais demandé grand-chose, juste la paix. Il aspirait à la stabilité, à la possibilité d'offrir à sa fille une vie meilleure que la sienne. Après avoir grandi dans des foyers d'accueil, passant d'un lit temporaire à l'autre, il avait enfin construit quelque chose qui lui semblait permanent. Un foyer, une famille, un but. Son plus grand rêve, ouvrir ce petit garage avec Derrick Kane, ce n'était pas seulement une idée commerciale, c'était un héritage.
une façon de laisser quelque chose derrière lui. Michael avait même commencé à économiser, cachant son argent dans une boîte en fer fermée à clé dans le grenier. Il croyait en la loyauté, au travail acharné. Il considérait Derrick comme un frère. Il croyait en les gens. Mais les gens commençaient à le décevoir. Derrick était distant depuis des semaines. Il annulait leurs rendez-vous, manquait ses quarts de travail, et lorsqu'ils se parlaient, il y avait une étrange intensité dans son regard, comme s'il portait un lourd fardeau et ne voulait pas que Michael le voie. Michael lui avait demandé une fois « Tout va bien ?» Derrick avait simplement grogné et changé de sujet. Angela Merritt, en revanche, était une tornade. Charismatique, au verbe acéré et toujours entourée de rumeurs. Elle travaillait à temps partiel au restaurant et avait la réputation d'en savoir trop sur la vie de tout le monde. Elle et Derrick avaient un passé commun, quelque chose de tacite, peut-être romantique, peut-être plus. Michael ne s'en mêlait pas. Mais lorsqu'il entra dans la station-service ce soir-là et les surprit en train de se disputer, il ne put l'ignorer. Angela parlait à voix basse, mais avec insistance. « Je t'ai dit que je ne te couvrirai plus. Débrouille-toi tout seul. » Derrick remarqua que Michael les observait. La tension monta d'un cran. « Tout va bien ?» demanda Michael. Angela s'éloigna sans répondre. Derrick esquissa un sourire. Ce n'est qu'un malentendu. Michael ne le crut pas, mais il n'insista pas. Pas encore. Cette même semaine, les notes anonymes continuèrent. La troisième arriva sur un morceau d'enveloppe déchiré. Ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Michael commença à fermer les portes à clé plus tôt que d'habitude. Il cessa de laisser Émilie seule dans le jardin. Laura remarqua le changement. « Tu es paranoïaque » lui dit-elle un soir. « Peut-être » répondit-il, « mais quelque chose ne va pas. » Puis vinrent les bruits étranges. Des bruits de pas dans le garage tard le soir. Quelqu'un frappait à la porte alors qu'il n'y avait personne. La boîte en fer contenant ses économies disparut. Il fouilla la maison, confronta Laura, interrogea Derrick. Pas de réponse, pas d'explication, juste le silence. Et puis l'accusation. Angela avait été retrouvée morte. Michael l'apprit par un voisin qui frappait à sa porte en criant « Ils disent que c'est toi !» « De quoi parlez-vous » ? Ils l'ont trouvé ce matin, derrière le fossé d'irrigation. Et les flics, ils te cherchent. Il ne s'enfuit pas. Il n'avait rien à cacher. Il attendit sous le porche, serrant Émilie contre lui, le cœur battant à tout rompre. La police arriva dans l'heure qui suivit. Arme au poing, sans poser de questions. Ils le poussèrent à terre, lui menottèrent les mains dans le dos et lui lurent ses droits, tandis que sa fille hurlait. Dans la salle d'interrogatoire, ils exposèrent les preuves. Un morceau déchiré du foulard d'Angela dans son garage, du sang sur ses bottes, un message menaçant tapé sur son ordinateur. Michael était abasourdi. Je ne l'ai même pas vu cette nuit-là, mais le détective n'a pas scié. Nous avons des témoins. Nous avons un mobile. Vous étiez en colère à cause des rumeurs. Vous aviez peur qu'elles détruisent votre famille. Des rumeurs, de quoi parlez-vous ? Le détective s'est penché vers lui. Elle a dit à quelqu'un que vous trompiez votre femme. Avec elle. Elle a dit que vous étiez devenu violent lorsqu'elle a menacé de le révéler. Michael était sans voix. Le mensonge était si parfait, si bien préparé, qu'il semblait presque vrai. Mais ce n'était pas seulement le mensonge, c'était la façon dont il avait été construit, pièce par pièce, avec une précision chirurgicale. Quelqu'un avait orchestré tout cela, quelqu'un qui connaissait intimement sa vie, quelqu'un qui avait accès à son domicile, à son ordinateur, à son garage. Il pensa à Derrick, il pensa à la dispute, il pensa aux notes, et il sentit le sol se fissurer sous ses pieds. Cette nuit-là, dans sa cellule, Michael était assis seul, les mains tremblantes. Chaque bruit résonnait comme un coup de tonnerre, le cliquetis des clés, le bourdonnement des néons, les cris lointains des autres détenus. Il ne pleurait pas, il ne criait pas, il fixait simplement le mur et murmurait « Qui m'a fait ça ?» Car au fond de lui, il savait que ce n'était pas une simple erreur, c'était personnel. Le corps d'Angela Merritt fut retrouvé peu après l'aube, étendu face contre terre dans les roseaux derrière le fossé d'irrigation qui marquait la limite de la ville.
Le premier gel de la saison s'était posé sur le champ, recouvrant tout d'un manteau scintillant, sauf elle. Sa veste était déchirée, ses mains étaient écorchées et contusionnées. Du sang séché coulait le long de sa tempe, provenant d'un coup porté à la tête, et une profonde blessure à son cou suggérait un étranglement. Ce n'était pas seulement un meurtre, c'était un message. La joggeuse qu'il avait trouvée était inconsolable. Elle empruntait ce sentier tous les matins depuis des années. Au début, j'ai cru que c'était un cerf, sanglotait-elle à la police. Puis j'ai vu ses cheveux, j'ai vu son visage. Les détectives arrivèrent en quelques minutes, mais avant même qu'ils ne commencent à chercher des réponses, un nom circulait déjà parmi les agents, Michael Holloway. En moins d'une heure, il était en garde à vue. Au poste, ils ont méthodiquement présenté les soi-disant preuves. L'écharpe d'Angela, trouvée cachée derrière une boîte dans le garage de Michael. Une tache de son sang sur la semelle de ses bottes de travail. Des emails imprimés contenant des messages menaçants. « Si tu ruines ma vie, je ruinerai la tienne ». Ils provenaient d'un compte lié à l'adresse IP du domicile de Michael. Michael restait assis en silence, écoutant. C'était comme s'il entendait quelqu'un décrire une version de lui-même qui n'existait pas. Quand ils lui dirent que l'arme du crime, un démon de pneus, avait été retrouvé dans un ruisseau à 2 pâtés de maison de chez lui, il faillit éclater de rire. « Vous êtes sérieux ?» dit-il. « Vous pensez que j'ai fait ça ?» Il le pensait. Et les médias aussi. La ville de Red Oak n'avait jamais connu un meurtre comme celui-ci. Angela Merritt n'était pas une personne très appréciée, mais elle faisait partie de la communauté. Sa mort et la possibilité qu'un meurtrier vive parmi eux ont bouleversé les habitants. C'est la peur qui a pris le dessus. La peur et le réconfort d'une explication claire. En 2 jours, le récit était figé. Le père de la ville devient un tueur, titrait un journal. Une rage jalouse finit en meurtre, titrait un autre. Les caméras de télévision se sont alignées dans les rues devant le palais de justice. Les journalistes ont harcelé Laura chez elle et ont suivi Emily jusqu'à l'école. Le nom Holloway est devenu synonyme de trahison et d'horreur. Le procès a commencé 6 semaines seulement après l'arrestation. L'avocat commis d'office de Michael était jeune, dépassé et manifestement mal préparé. Les preuves essentielles n'ont jamais été contestées. Les témoins n'ont jamais été contre-interrogés. L'accusation a brossé un tableau saisissant. Angela avait menacé de révéler leur liaison. Michael avait paniqué et, dans un accès de rage, il l'avait tué. Il n'avait aucune preuve d'une liaison, aucun témoin oculaire du crime. Mais ils avaient juste assez de preuves circonstancielles et un jury qui ne voulait pas d'ambiguïté. Ils voulaient tourner la page. Le verdict, coupable de meurtre au 2e degré. La sentence, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsque Michael a entendu le mot « coupable », il n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Il a simplement fixé ses mains comme si elles ne lui appartenaient plus. Laura s'est effondrée dans la salle d'audience. Emily, accrochée à sa grand-mère, a crié « Papa !» Ils l'ont emmenée menottée. De l'intérieur, la prison était un autre monde. Des murs gris, des lumières vacillantes, l'écho constant des voix et l'odeur de sueur et de désespoir. Son compagnon de cellule, un ancien membre d'un gang, l'a jaugé dès le premier jour. « Tu n'as rien à faire ici », lui a-t-il dit. Mais tout le monde s'en fiche. Michael passa la première année en mode survie. Il surveillait ses arrières, mangeait en silence et refusait de se laisser envahir par la rage. Il manqua les anniversaires, les fêtes, les premiers jours d'école. Les lettres de Laura se firent plus rares. Puis elles cessèrent complètement. Il apprit par un autre détenu qu'elle avait demandé le divorce. Emily n'écrivit qu'une seule fois, à l'âge de 10 ans. « Tu me manques », disait-elle. « Mais maman dit que tu as fait quelque chose de mal. Je ne sais pas quoi croire. » Cela l'a brisé. Le temps est devenu flou. Il a perdu le compte des Noëls qui passaient. Il a appris seul à lire des textes juridiques dans la bibliothèque de la prison. Il a déposé 3 recours, tous rejetés. Les gardiens se moquaient de lui. « Tu te crois toujours innocent, Holloway ?» lui disait-il avec mépris. « Tu dois vraiment croire à tes propres mensonges. » Puis,
Au cours de la 19e année de sa peine, quelque chose changea. Une lettre arriva, sans adresse, sans nom. Juste une ligne écrite au marqueur noir. « Tu as fait confiance à la mauvaise personne ». Il la relut plusieurs fois. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'une blague cruelle. Mais quelque chose dans l'écriture, précise et délibérée, lui donna la chair de poule. Quelqu'un voulait lui faire savoir quelque chose, et cette personne connaissait la vérité. Cette lettre devint une obsession. Il se remit à revivre chaque instant dans sa tête. Chaque conversation, chaque regard étrange. Il se souvenait de la nuit précédant la mort d'Angela, comment Derek était arrivé chez lui à l'improviste, à quel point il semblait nerveux, comment il avait insisté pour utiliser la salle de bain du garage plutôt que celle de la maison. Il se souvenait de la façon dont Derek avait serré Laura un peu trop fort dans ses bras avant de partir, comment il s'était attardé dans l'embrasure de la porte, les yeux balayant la pièce. Puis il se souvint d'autre chose, le compte e-mail que la police avait retracé jusqu'à son domicile. Il ne l'avait jamais utilisé. Mais Laura, oui. Et Derek aussi, une fois, sur l'ordinateur de Michael, lorsque son téléphone était tombé en panne et qu'il avait besoin d'envoyer un e-mail professionnel. Il sentit son estomac se nouer. Les preuves, l'écharpe, le sang, l'e-mail. Elles n'avaient pas été trouvées. Elles avaient été placées là, délibérément, soigneusement, par quelqu'un qui savait comment entrer, quelqu'un qui savait ce qu'on trouverait, et quand, quelqu'un qui voulait sa mort. Michael serra la lettre dans sa main jusqu'à en blanchir les jointures. Il n'était pas fou, il n'était pas paranoïaque. Il avait été piégé, et la personne qui avait fait ça était toujours en liberté, peut-être même en train de l'observer. Michael Holloway n'avait rien d'autre que du temps. 2 décennies passées dans une cellule en béton lui en avaient donné beaucoup. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, il avait autre chose, une direction. Cette lettre anonyme n'était pas seulement une étincelle, c'était de l'essence versée sur du bois sec. Il avait besoin de réponses, et il n'allait pas s'arrêter avant de les trouver. Tout a commencé dans la bibliothèque de la prison, où Michael a passé au peigne fin tous les documents publics relatifs à son affaire. Procès-verbaux, rapports de police, articles de presse. Il lisait tout avec un regard différent. Il ne cherchait pas ce qui était là, mais ce qui manquait. Il remarqua des détails qui avaient échappé aux autres. Par exemple, l'écharpe trouvée dans son garage n'avait jamais été analysée pour rechercher des empreintes digitales. Le démonte-pneus ne comportait aucune empreinte exploitable, seulement du sang. Mais qui avait eu l'idée de fouiller son garage? D'après le dossier, il s'agissait d'une information anonyme. La source n'avait jamais été identifiée. Comme c'était pratique, il demanda à consulter les enregistrements des appels au 911 passés le matin où Angela avait été retrouvée. Le registre des appels révéla une entrée curieuse. Un deuxième appel passé quelques minutes après le premier, signalant une activité suspecte derrière le restaurant où Angela travaillait. Cet appel n'avait jamais fait l'objet d'un suivi. Il provenait d'un téléphone portable prépayé, injetable, impossible à retracer. Il écrivit des dizaines de lettres, espérant que l'une d'elles tomberait entre de bonnes mains. La plupart ont été ignorées. Mais un jour, une réponse est venue d'une source inattendue. Rachel Monroe, une journaliste indépendante qui avait couvert l'affaire Angela il y a des années. Elle se souvenait de Michael. Plus important encore, elle se souvenait des incohérences. Rachel a accepté de le rencontrer, officiellement. Assise en face de lui dans la salle de visite froide et éclairée par des néons, elle a glissé un enregistreur sur la table. « Racontez-moi tout », a-t-elle dit. Michael s'est exécuté. Au cours des 6 mois qui ont suivi, Rachel a réexaminé l'affaire avec un regard neuf. Elle a commencé par Derek Kane, l'ancien meilleur ami de Michael. Derek avait disparu de Red Oak peu après le procès, disant à ses collègues qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Il avait déménagé dans le Maryland, changé de travail et travaillait désormais dans une agence de location de voitures sous un nom légèrement modifié. D.C. Holloway. Le cœur de Rachel s'est arrêté lorsqu'elle a vu ce nom. Il avait pris le nom de famille de Michael. Elle s'est rendue sur son lieu de travail sous couverture, prétendant vouloir louer une voiture.
Derrick ne l'a pas reconnu, mais en discutant avec lui, elle a remarqué quelque chose. Il avait un tic nerveux, il tapotait sa cuisse avec son pouce, exactement comme Michael l'avait décrit. Rachel a demandé à consulter les documents judiciaires et les pièces à conviction de la police. Mais certains dossiers avaient disparu. Des dossiers entiers avaient été égarés. Son instinct lui disait que quelqu'un avait dissimulé quelque chose. Elle a déposé des demandes d'accès aux archives publiques et a retrouvé d'anciens témoins. L'un d'eux était Janice Foster, une serveuse qui travaillait avec Angela. Janice était réticente à parler, mais après avoir insisté, elle a avoué quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à la police. Angela lui avait confié que quelqu'un la harcelait, pas Michael, mais Derrick. Il s'était présenté chez elle tard dans la nuit. Il avait menacé de tout détruire si elle allait voir la police. Pourquoi Janice n'avait-elle rien dit? Parce qu'une semaine après la mort d'Angela, Derrick est venu au restaurant. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu fermes ta bouche ou tu finiras comme elle ». Rachel a enregistré la conversation. Elle a apporté les preuves à un avocat spécialisé dans les condamnations injustifiées. Ensemble, ils ont déposé une requête pour une audience post-condamnation. Le juge était sceptique, mais a accepté d'examiner les nouveaux éléments. Entre-temps, Rachel a trouvé quelque chose d'encore plus accablant. Un email imprimé trouvé dans l'appartement d'Angela, daté de 2 jours avant sa mort et signé « Monsieur ». L'accusation avait soutenu qu'il provenait de Michael. Mais Rachel a découvert que l'adresse IP associée à cet email n'était pas celle de Michael. Elle provenait d'un réseau Wi-Fi public dans un café situé à 3 kilomètres de là, où Derrick avait l'habitude de traîner. L'écriture sur la lettre anonyme que Michael avait reçue en prison, Rachel l'a comparée à une vieille carte d'anniversaire que Derrick avait écrite à Emily quand elle avait 5 ans. Un expert en écriture a conclu qu'il s'agissait d'une correspondance à 94%. Mais le procureur a continué à s'y opposer. « Ce ne sont que des indices », a-t-il déclaré. « C'est trop peu, trop tard. » Rachel n'a pas baissé les bras. Elle a contacté Laura, l'ex-femme de Michael. Laura était réticente au début, honteuse d'avoir cru au pire. Mais lorsque Rachel lui a montré les preuves, ses mains ont tremblé. « Je les ai laissés me monter contre lui », a-t-elle murmuré. « Je l'ai laissé pourrir là-bas. » Ensemble, elles ont confronté le détective qui avait enquêté sur l'affaire à l'origine, Carl Winston. Il était désormais à la retraite, mais lorsque Rachel lui a demandé pourquoi le deuxième appel au 911 avait été ignoré, sa réponse a été glaçante. « Nous avions qui nous voulions », a-t-il déclaré en haussant les épaules. Le type correspondait au récit, et nous étions sous pression. La ville voulait du sang. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un aveu. Finalement, une percée eut lieu lorsque Rachel retrouva un ancien ami de Derrick, Corey Sandler. Corey avait fait de la prison pour fraude et était impatient de parler. Autour d'une bière et d'un petit pot de vin, il avoua que Derrick s'était vanté d'avoir monté le coup parfait. Il avait dit avoir réglé 2 problèmes d'un seul coup. « 2 » demanda Rachel. « Angela » répondit Corey. « Et Michael ?» C'était ça, le mobile. Derrick voulait faire taire Angela et se débarrasser de Michael. Peut-être voulait-il Laura. Peut-être voulait-il simplement détruire le seul homme qui lui faisait entièrement confiance. Quelle que soit la raison, il avait réussi. Mais pas pour longtemps. Rachel remit tout au projet Innocence. Grâce à leurs ressources, ils découvrirent encore plus d'éléments. Des relevés téléphoniques, des vidéos de surveillance, des incohérences financières. Derrick avait effectué un dépôt en espèces de $5 000 le lendemain de la mort d'Angela. Sans explication, non déclarée. Après 20 ans, la vérité refaisait surface. Si cette histoire vous touche, si elle vous amène à vous demander combien d'autres personnes sont encore inconnues, prenez un moment pour aimer cette vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix peut aider à faire la lumière sur les recoins sombres où la vérité attend encore d'être découverte. L'audience post-condamnation était prévue un lundi matin gris, 20 ans
et 5 semaines après que Michael Holloway ait été condamné à la prison à vie. Il était assis dans sa combinaison orange de prisonnier, les mains menottées, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Ce n'était pas un simple appel, c'était le moment décisif. Le moment où le monde allait enfin découvrir ce qu'il savait depuis le début. Il était innocent. Rachel Monroe était assise derrière lui dans la tribune, son sac d'ordinateur portable rempli de documents, de transcriptions, d'enregistrements vocaux, chaque fragment de preuve qu'ils avaient réussi à rassembler. Laura Holloway était à côté d'elle, se tordant les mains, les yeux rougis par les nuits passées, à revivre un cauchemar qu'elle croyait terminé depuis longtemps. Le procureur a ouvert le procès avec une assurance acquise par l'expérience. Votre honneur, nous ne voyons aucune raison valable de réexaminer cette affaire. Les preuves de culpabilité restent substantielles. Mais l'avocat de Michael se leva, la voix calme et précise. Nous ne sommes pas d'accord, votre honneur. Ce que nous allons présenter va tout changer. Au cours des 6 heures qui suivirent, une série de témoins se succédèrent à la barre. Janice Foster parla de la peur qu'Angela avait de Derrick Kane. Corey Sandler raconta à la cour les aveux faits par Derrick alors qu'il était ivre. Rachel a diffusé un enregistrement dans lequel le détective à la retraite, Carl Winston, admettait que l'affaire avait été bâclée, que la ville voulait du sang et qu'il lui avait donné ce qu'elle voulait. Mais le tournant s'est produit lorsque Rachel a produit un dossier intitulé « Pièce à conviction, Nerero 12 ». À l'intérieur se trouvait un rapport médico-légal, daté du jour même. L'écharpe utilisée pour attacher les poignets d'Angela avait enfin été soumise à des tests ADN. Pas seulement ceux d'Angela, pas ceux de Michael, celle de Derrick Kane. Un silence s'est abattu sur la salle d'audience. Le juge, les sourcils levés, a demandé des éclaircissements. Vous dites que l'ADN trouvé sur l'arme du crime, longtemps considéré comme appartenant à M. Holloway, est en fait celui de M. Kane. Oui, votre honneur, a répondu Rachel depuis la tribune, avec une correspondance à 98,8%. Mais cela ne s'est pas arrêté là. L'équipe de Rachel avait obtenu des images de vidéosurveillance provenant d'un prêteur sur gage situé près du lieu du crime. Ces images n'avaient jamais été versées au dossier. Elles avaient été archivées sur un disque dur défectueux et oublié. Mais maintenant, restaurées et améliorées, elles montraient Derrick Kane passant devant la ruelle qui menait au fossé, à 2h13 du matin, l'heure estimée de la mort d'Angela. Le procureur tenta de faire objection, mais le juge le fit taire d'un geste de la main. Écoutons-le s'expliquer. Le coup de grâce fut porté lorsque Derrick fut cité à comparaître et contraint de témoigner. Son avocat tenta de s'y opposer, mais le tribunal insista. Derrick entra dans la salle, en costume cravate, visiblement en sueur. Il croisa le regard de Michael pour la première fois depuis 20 ans. Michael le fixa immobile. À la barre, Derrick balbutia des dénégations. « Je n'étais pas là. Je ne l'ai pas tué. Je ne sais pas comment mon ADN s'est retrouvé sur cette écharpe. » Mais sous le feu des questions, la pression finit par le faire craquer. Interrogé sur le faux email, il commet un impair. « Je n'ai utilisé l'ordinateur de Mike qu'une seule fois. »« Comment le savez-vous » l'interrompt l'avocat. « Je veux dire, et puis ça s'est produit. » Derrick a craqué, en direct. La voix tremblante, il a murmuré « Elle allait tout dire à tout le monde. Elle a dit qu'elle allait me détruire. Je ne voulais pas la tuer. » Ndun. Des cris étouffés ont résonné dans la salle d'audience. Michael était complètement paralysé. Derrick a été immédiatement placé en détention. Le juge a suspendu l'audience. Et quand celle-ci a repris, il a rendu sa décision officielle. « Au vu des nouvelles preuves accablantes, déclara le juge, j'annule la condamnation de M. Michael Holloway. Il est libre à compter de maintenant. » Michael resta immobile dans un premier temps. 20 ans d'espoir avaient émoussé la force de sa conviction. Puis il regarda Rachel, Laura, l'huissier qui déverrouillait ses chaînes. Et il comprit, il était libre. À l'extérieur du palais de justice, les flashs crépitaient, les journalistes criaient leurs questions. Michael est sorti au soleil comme un homme ressuscité.
Sa première bouffée d'air, en tant qu'homme libre, avait le goût de l'essence et de la pluie, mais c'était l'air le plus doux qu'il ait jamais respiré. Rachel est restée à ses côtés, le protégeant du chaos. Laura s'est approchée en larmes. « Je suis désolé, a-t-elle murmuré. « J'aurais dû te croire. » Il acquiesça. « Ce n'est pas grave, dit-il. C'est fini maintenant. » Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas vraiment fini. 20 ans avaient passé. Émilie avait grandi, vivait dans un autre état et ne savait pas si elle voulait revoir le père que le monde lui avait appris à craindre. Michael ne lui en voulait pas. Il se rendit sur la tombe d'Angela. Il déposa un lys et resta silencieux pendant 10 minutes. Puis il murmura « Je te pardonne. J'espère que tu as trouvé la paix. » Car au fond, Michael savait qu'Angela n'avait pas voulu détruire sa vie. Elle n'avait été qu'un pion. Le véritable monstre avait enfin été démasqué et emprisonné. Mais la justice ne semblait pas rendre justice. Elle avait le goût de cendre. Pourtant, pour la première fois en 20 ans, Michael Holloway ne se sentait plus comme un numéro. Il n'était plus un détenu. Il ne faisait plus la une des journaux. Il n'était plus un tueur. Il était un homme, un père, un survivant. Et maintenant, enfin, il était libre. Pour Michael Holloway, la liberté ne s'accompagnait ni de fanfares ni de célébrations. Elle s'accompagnait de silence. Le genre de silence qui s'installe dans les os. Le genre de silence que personne d'autre ne peut entendre. Après sa libération, Michael emménagea dans un petit studio financé par une association à but non lucratif qui aide les personnes condamnées à tort. Il n'avait aucun crédit, aucun emploi depuis 2 décennies, aucune épargne, aucun bien, hormis une boîte contenant des documents judiciaires et des lettres écrites en prison. Son nom avait été blanchi, mais sa vie avait été effacée. Le plus difficile n'était pas de recommencer à zéro, mais de réaliser à quel point la vie avait continué sans lui. Laura s'était remariée. Émilie, désormais âgée de 26 ans, s'était construit une vie. Ils se sont revus une fois, dans un restaurant tranquille, à la périphérie de Harrisburg. Elle s'est assise en face de lui, une inconnue, aux yeux familiers. « Je ne me souviens pas beaucoup de toi », a-t-elle admis. Michael a hoché la tête. « Ce n'est pas grave. Je n'ai jamais cessé de me souvenir de toi. » Ils ont discuté pendant 2 heures. Pas du procès, pas de Derrick, de livres, de musique, de la façon dont elle aimait son café. Ce n'était pas une conclusion, mais c'était déjà quelque chose. Michael ne lui a jamais demandé de lui pardonner. Il voulait juste qu'elle sache qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. Qu'elle le croie ou non, c'était son choix. Rachel Monroe a écrit un article qui est devenu viral. 20 ans de prison, l'histoire de Michael Holloway. Cela a déclenché l'indignation nationale. Les médias ont exigé des enquêtes. Des personnalités publiques ont appelé à une réforme systémique. Mais rien n'a bougé rapidement. Derrick Kane a finalement accepté un accord avec le procureur. Homicide involontaire, obstruction à la justice et parjure. Il a été condamné à 18 ans de prison. Michael écrira plus tard dans son journal. Il a été moins puni pour avoir détruit une vie que moi pour avoir essayé d'en vivre une. Michael s'est vu proposer une indemnisation par l'État. 75 000 $ par année d'emprisonnement injustifié, soit un total de 1,5 million de dollars. Mais aucune somme ne pouvait remplacer les anniversaires manqués, les câlins non partagés ou les 2 décennies passées derrière des barreaux et des murs de béton. Il a utilisé une partie de cet argent pour créer une fondation, le Emily Project, du nom de sa fille. Sa mission, aider les personnes condamnées à tort à reconstruire leur vie. Il propose des services de conseil, d'aide au logement et de formation professionnelle. Il ne voulait pas se venger. Il voulait donner un sens à sa vie. Lorsqu'un journaliste lui a demandé comment il avait trouvé la force de ne pas haïr, Michael a répondu « Parce que c'est la haine qui m'a conduit là où je suis, la haine de quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas la laisser m'habiter aussi. » Il passait ses matinées tranquilles à lire dans le parc. Il faisait du bénévolat dans un garage mécanique, où il apprenait à des adolescents à réparer des moteurs. De temps en temps, il donnait une conférence dans une université sur la justice, la foi et la survie. Certains étudiants pleuraient. D'autres détournaient le regard, mais tous écoutaient.
Un professeur lui a demandé « Que diriez-vous à quelqu'un qui pense encore que vous êtes coupable ?» Michael a souri gentiment. « Je lui dirai que j'espère qu'il ne se retrouvera jamais à ma place. Parce que s'il le fait, il apprendra très vite à quel point un mensonge peut être dangereux. » Son histoire est devenue plus qu'une tragédie. Elle est devenue un avertissement. Un symbole de la fragilité de la vérité et de la facilité avec laquelle on peut enterrer un homme sous la peur et les préjugés. Mais elle est aussi devenue autre chose, un témoignage de la force de l'esprit humain, de la résilience, du travail silencieux et douloureux de la guérison, et du pouvoir durable de l'espoir. Même lorsque le monde a oublié votre nom, que feriez-vous si tout ce que vous aimez vous était volé à cause d'un mensonge? Si un jour, vous embrassiez votre fille avant de vous coucher et que le lendemain, vous étiez accusé de meurtre. L'histoire de Michael Holloway n'est pas seulement celle d'un homme, c'est celle d'un système qui a échoué. C'est celle d'amitié trahie, de vérité enterrée et d'une voix qui a refusé de se taire. Maintenant, nous voulons entendre votre voix. Pensez-vous que justice a vraiment été rendue? Les personnes qui ont aidé à dissimuler la vérité devraient-elles être tenues responsables? Combien d'autres personnes sont actuellement incarcérées, innocentes et oubliées? Laissez vos commentaires, votre opinion compte plus que vous ne le pensez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous racontons des histoires qui doivent être entendues, des histoires qui dénoncent, qui inspirent et qui exigent le changement. Car un homme a perdu 20 ans. Mais peut-être, juste peut-être, que son histoire pourra sauver celle de quelqu'un d'autre.